le journal. Vendredi 3 février 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Mondico Télévision. D'abord, le titre de votre journal. Fin du séjour de Pape François à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le souverain pontife poursuit son pèlerinage au Soudan du Sud. Le chef de l'État congolais et les autorités lui ont accompagné jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili. Le chef d'État et de gouvernement membres des États d'Afrique de l'Est sont convoqués demain samedi en session extraordinaire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC à Bujumbura, capitale du Burundi. 29 déplacés des Kwamouts sont morts à Bandundouville. C'est la suite aux mauvaises conditions de vie, nous rapportent les familles proches des victimes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le souverain pontife a quitté les sols congolais ce vendredi 3 février afin de poursuivre son pèlerinage au Soudan du Sud pour une autre mission de paix et de réconciliation. Le chef de l'État ainsi que quelques autorités lui ont accompagné jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili. Suivez tout en images. Le souverain pontife est arrivé au terme de son séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ce vendredi 3 février 2023. À l'aéroport international d'Ndjili, le décor a été planté pour les au revoir à sa sainteté le pape. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, Christophe Mbosso, Modeste Bahati Lukwebo ainsi que le membre du gouvernement, sans oublier quelques gouverneurs de province. Ils étaient tous là, mobilisés, pour souhaiter un bon retour au pape François. Le président de la République l'a accompagné jusqu'au pied de l'avion et va attendre que l'appareil s'envole pour une autre mission apostolique dans le Soudan du Sud, pays à majorité chrétienne. À Juba, le pape de 86 ans sera accompagné de chefs des églises de l'Angleterre et d'Écosse, représentants de deux autres confessions religieuses de ces pays de 12 millions d'habitants. Les trois responsables religieux se sont personnellement engagés dans le processus de paix et de réconciliation au Soudan du Sud. Depuis l'annonce de cette visite de pèlerinage papal à Juba, des centaines de personnes affluent depuis le reste du pays et au-delà qui attendent l'accueillir. Il s'agit du 40e voyage international du chef de l'Église catholique depuis son élection en 2013, le 3e en Afrique subsaharienne. Après sa rencontre avec le jeune au stade de martyrs de la Pentecôte, le souverain pontife a rencontré le prêtre, les diacres, les personnes consacrées ainsi que le séminariste le jeudi 2 février 2023 à la cathédrale Notre-Dame du Congo, située dans la commune d'Elingwala. Suivez le détail. Comme prévu dans son programme, le pape François a rencontré le jeudi 2 février dans la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala le prêtre, le diacre, les personnes consacrées et les séminaristes. Le souverain pontife a dans son message au clergé de toute la RDC demandé de servir l'évangile en lieu et place, de se soucier de gérer les finances et les autres affaires avantageuses, afin de rester totalement au service de l'Église et de la communauté. Pour vivre notre vocation, nous avons toujours des défis à affronter, des tentations à vaincre. Je voudrais m'arrêter brièvement sur les trois suivantes. La médiocrité spirituelle, le confort mondain, la superficialité. Avant tout, vaincre la médiocrité spirituelle. Comment? La présentation du Seigneur, qui dans l'Orient chrétien est appelée fête de la rencontre, nous rappelle la priorité de notre vie. Rencontrer le Seigneur, en particulier dans la prière personnelle, car la relation avec lui est le fondement de notre action. N'oublions pas que le secret de tout, c'est la prière, car le ministère et l'apostolat ne sont pas d'abord notre œuvre et ne dépendent pas seulement des moyens humains.
Alors vous me direz, oui, c'est vrai, mais les engagements, les urgences pastorales, les efforts apostoliques, la fatigue risquent de ne pas laisser suffisamment de temps et d'énergie pour la prière. L'évêque de Rome a aussi invité ses collaborateurs à vaincre la tentation du confort mondain. Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, a convoqué pour ce samedi 4 février une réunion extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. Côté Kinshasa, Félix Tshisekedi sera bel et bien présent d'après son cabinet. La partie rwandaise devrait également être présente au plus haut niveau. Regardez. Ce sommet intervient 4 jours après l'expulsion de 3 officiers rwandais déployés dans le cadre du commandement de la force régionale de cette organisation sous-régionale. Kinshasa expliquait cette décision par des raisons sécuritaires. Ce qui agace le secrétariat exécutif de l'EAC qui a adressé une correspondance dans ce sens à Christophe Lutundula. La tension est montée d'un cran entre Kinshasa et Kigali ces dernières semaines. Il y a une semaine, s'exprimant devant le Parlement de son pays, Vincent Biruta, chef de la diplomatie rwandaise, interprétant les propos de Félix Tshisekedi, disait qu'il était convaincu que le président congolais travaillait pour renverser les pouvoirs de Kigali à travers, d'après lui, une collaboration entre le FDLR et le FARDC. Le 1er février, Vincent Biruta s'est entretenu avec la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman. La diplomate américaine a souligné le soutien des États-Unis à la médiation régionale sur l'Est de la RDC et au dialogue mené par l'Angola et la communauté d'Afrique de l'Est et a insisté sur l'importance de l'action de toutes les parties pour mettre fin au conflit militaire et accélérer le processus politique. Pour rappel, Félix Tshisekedi et Paul Kagame devraient se rencontrer à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC, une démarche qui n'a pas abouti. Le président congolais avait brillé de son absence. À ce stade, une question se pose, est-ce que le sommet de Bujumbura aura bel et bien lieu avec la participation du président congolais et de son homologue rwandais? L'avenir nous donnera raison. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, 29 déplacés et enfouis les atrocités dans les territoires de Kwamouth pour le Kwilu, précisément dans la ville de Bandundu, sont décédés depuis le mois d'août à ces jours suite aux mauvaises conditions de vie et de la malnutrition. Le survivant demande l'assistance du chef de l'État pour avoir tout perdu. Commentaire des Ranta Luyela rendu par Laetitia Moulalou. De août 2022 à ce jour, au moins 29 déplacés de Kwamouth sont morts à Bandundu-ville, chef-lieu du Kwilu, où ils étaient accueillis après avoir fui les atrocités dans le territoire de Kwamouth, dans la province du Mai-Ndombe. Ces décès sont notamment dus aux mauvaises conditions de vie, entre autres le manque de soins et un mauvais régime alimentaire. Ces chiffres ont été rendus publics jeudi dernier lors de la visite de la commission de pacification que conduit le roi Mini-Congo, Fabrice Kavabioko, à Bandundu-ville. Les déplacés ont, dans un mémorandum, dit n'avoir reçu aucune assistance de la part du gouvernement central depuis les 4 mois passés dans la ville de Bandundu. Nous avons déjà enregistré 29 cas de personnes décédées ici. Nous sommes Congolais et nous vivons au Congo. Nous ne pouvons pas vivre dans la souffrance alors que les autorités sont là. De la manière dont elles ont assisté nos frères de l'Est, qu'elles fassent de même pour nous. Ce sont là les mots de quelques survivants de Kwamouth. Ils sont cependant d'accord de retourner dans leur village, mais leurs maisons ont été incendiées, des biens pillés et ont tout perdu. Ils demandent ainsi au chef de l'État de leur venir en aide. En janvier dernier, le retour des déplacés a été accéléré. Plus de 270 ont quitté Bandundu et des centaines sont partis à Kwamouth grâce notamment à l'intervention des élus de la région qui ont facilité ces mouvements de retour.
Processus électoral, on en parle dans ces journaux. Jean Ilongo, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, a réconcilié les ethnies en conflit dans les territoires de Katanda, ce qui a permis la réouverture de centres d'enrôlement dans ces coins de la province du Kasaï oriental. Martin Kayimbe nous signe ces reportages. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle a débuté depuis le 25 janvier dernier. Situation identique dans les territoires des Katanda où certains centres d'inscription avaient fermé suite au conflit interethnique, opposant depuis la nuit des temps les Bena Mwembia au Bena Kapuya et Bena Shimba. Les désespoirs paraissaient sempiternels car le conflit n'avait pas d'issue. Nonobstant les tentatives de réconciliation menées par le gouvernement national et provincial. Mais les choses ont évolué positivement à l'arrivée de Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, envoyé par Denis Kadima pour une supervision managériale de proximité au Kasaï oriental. Parti pour sensibiliser la population de ce coin pour un enrôlement massif, les désormais facilitateurs a pris langue avec les originaires du lieu et les antagonistes au conflit qui ont sur le champ accepté de fumer les calumettes de la paix. C'est ainsi que le centre d'inscription fermé par crainte de représailles ont rouvert à la grande satisfaction de la population qui voit en ce membre de la plénière de la CENI un Moïse et libérateur. La situation est décomptée. Certains habitants ont fait les parallélismes en affirmant que Jean Ilongo Tokole s'inscrit dans la logique du thème du pape François en RDC, tous réconciliés en Jésus-Christ. Jean Ilongo, satisfait de sa mission au Kasaï oriental, a consommé ses jours à Mbujimaï par une ronde dans certains centres d'inscription de la ville, accompagné d'un autre membre de la plénière, Moïse Ditou Monizi. Les centres d'inscription de tous les territoires ont été visités et les solutions idoines apportées au grand plaisir des requérants qui ont remercié, qui ont apprécié la qualité du travail du nouveau management de la CENI. Poursuivons ces journaux avec une brève par un arrêté ministériel. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, vient de transformer le service des contrôles et de la paye des enseignants SECOPE en sigle en Direction nationale des contrôles de la préparation de la paye et de la maîtrise des effectifs du personnel administratif et enseignant, DINACOPE en sigle. Cette précision clarifie la mission de ces services qui n'est pas chargé de la paye. Une confusion à la base de beaucoup de grèves des enseignants qui croient que le PST qui paye mission pourtant dévolue à d'autres services de l'État relevant du ministère du Budget et du Finance. Nous reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Puisque nous sommes dans le secteur de l'enseignement, sachez-le très bien que les enseignants membres du syndicat national du Congo, section du Sud Kivu, ne suspendent pas le mouvement de grève observé depuis un certain moment. C'est là jusqu'au paiement de 3 mois d'arriérés bloqués au ministère national des Finances. Suivez les porte-parole des circonstances. Nous venons de tenir une assemblée générale d'évaluation du mouvement de grève qui a été lancé depuis le 9 janvier. Et à l'issue de cette réunion, à l'issue de cette assemblée, les camarades enseignants affiliés au SIECO ont durci leur mouvement de grève. Ils disent qu'ils ne peuvent pas reprendre le chemin de l'école tant qu'on ne leur avait pas encore payé leurs 120 000 francs congolais de réagissement des primes de gratuité que leur doit le gouvernement national. Et là, ils disent qu'il faut que les parents les laissent tranquilles. Si les parents veulent qu'ils reprennent, qu'ils aillent aussi auprès du gouvernement pour poser la question de savoir pourquoi leurs enfants sont à la maison. Puisque c'est l'État congolais qui dirige les enfants et les enseignants et les parents. Bon, ça, ce n'est pas notre problème, c'est l'organisateur du système éducatif qui doit savoir s'il y a impact ou pas. C'est le gouvernement congolais qui élabore le calendrier scolaire et qui c'est l'objectif qu'il s'est assigné pour l'enseignement en RDC. Aux parents des enfants de rester avec leurs enfants jusqu'à ce qu'ils apprennent que nous avons reçu notre argent qui est en train d'être détourné par nous ne savons pas n'importe qui. Mais nous savons déjà que cet argent se trouve au ministère du Budget.
puisque nous avons la lettre du ministre, disons au ministère des Finances. Nous avons reçu la lettre du ministère du Budget qui instruit les ministres de Finances de pouvoir payer cet argent en mode d'urgence. Donc 3 mois, puisqu'on a dit qu'on a trouvé que 2 mois étaient déjà payés. Mais les enseignants n'en ont jamais bénéficié. Restons toujours dans la province du Sud Kivu. La population de cette province, précisément dans le territoire d'Ouvira, a réservé un accueil chaleureux à Théo Ngouabije, gouverneur du Sud Kivu, qui s'est rendu sur place pour lancer les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5 qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Commentaire signé Bijou Lumuna. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngouabije Kassi, est arrivé dans le territoire d'Ouvira où il a procédé au lancement de travaux anti-érosifs sur la route nationale numéro 5. Accueilli par la population, le gouverneur s'est rendu sur terrain pour avoir un aperçu de l'état de la route. Les travaux de réhabilitation se situent entre le tronçon Kamagnola et Ouvira qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Fissures et nids de poules rendent parfois impossible la circulation sur cette voirie. Le gouvernement provincial a mené des plaidoyers auprès des autorités nationales pour obtenir les financements du Fonds national d'entretien routier en sigle FONER. Pour Théo Ngouabije, le mérite revient au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La route nationale numéro 5 est capitale. Le président de la République qui place l'homme au centre de ses préoccupations, le peuple d'abord, c'est une réalité. Et il faut lui faire confiance. L'Office des routes aura 120 jours pour exécuter ces travaux de haute intensité afin de sauver cette route en attendant sa réhabilitation totale telle que promis par les chefs de l'État qui est déterminé à doter le pays des infrastructures routières modernes. La population de Kimbanseke, précisément au quartier Ngandou, fait face à de nombreuses difficultés, notamment le manque d'eau, d'électricité, des routes ainsi que d'insécurité. Elle demande aux autorités de revoir leur situation. John Lukunde était sur terrain. La commune de Kimbanseke est l'une des municipalités la plus vaste, mais aussi parmi les plus peuplées de la ville-province de Kinshasa. Située dans le district de la Tchangou, qui regorge en son sein plus d'1 million d'habitants malheureusement, la population de cette partie de la capitale connaît des difficultés énormes, notamment les manques d'eau, manque d'électricité, l'insécurité ainsi que le manque de routes. La population éprouve d'énormes difficultés pour traverser cette rivière qui sépare le quartier Badara et Ngandou. Ici, la population est obligée de se déchausser, soit soulever les vêtements afin d'atteindre l'autre bord de la rive par manque de pont. Les problèmes d'électricité est la cause principale de l'insécurité. Selon les explications reçues sur place, ils recourent aux panneaux solaires juste pour électrifier leur ménage. Ils se servent de puits pour avoir de l'eau. Mais de quelle qualité? L'on se croirait dans un village alors que nous sommes en pleine ville. Sans ces panneaux, nous n'allons pas avoir la lumière. Il n'y a pas d'eau potable. Nous demandons au gouvernement de penser à nous. Il n'y a pas moyen de traverser. Nous traversons cette rivière à pied. Nous avons besoin d'eau et d'électricité. Ici, nous vivons dans des conditions inhumaines. Que les autorités aient pitié de nous. Les autorités de la ville sont invitées à penser à cette partie de la ville-province de Kinshasa, presque ou pratiquement oubliée. C'est la fin de ce journal, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, retenez ceci. Fin du séjour de Pape François à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le souverain pontife poursuit son pèlerinage au Soudan du Sud. Le chef de l'État congolais et les autorités lui ont accompagné jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili. Le chef d'État et de gouvernement membres des États d'Afrique de l'Est sont convoqués demain samedi en session extraordinaire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC à Bujumbura, capitale du Burundi.
29 déplacés des Kwamout sont morts à Bandundouville. C'est la suite aux mauvaises conditions de vie, nous rapportent les familles proches des victimes. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes de Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.